Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Il sonne 11 heures passées légèrement de quelques instants en cette journée du vendredi 30 octobre 2020. Vous nous écoutez à Canal FM, ici à Lomé, ses environs, mais vous nous suivez également sur les antennes de radio Centrale FM qui émet depuis Sokodé, sur les ondes également de radio Sama FM à Niamtougou ou encore radio Daoul à Bassa qui nous retransmet. Même chose pour Radio Courtoisie que vous suivez actuellement à Dapan. À côté ici, Radio Lumière et dans le monde entier, les radios numériques qui nous reprennent un peu partout dans les différents pays d'Afrique, d'Europe, des Amériques, d'Asie et sur toutes les îles. À la technique, Michel Kokou, Vitogbe Tomega et Géraud Dakucha. La famille Tomega qui a en fait aujourd'hui le papa de notre cher Vitogbe Kokou Michel, le sieur Komlan Tomega, Louis dit État. Il nous dira de quel État il s'agit. Eh bien, Tomega Komlan, Louis dit État qui souffle une bougie. Michel m'a confié en confidence que son papa va sponsoriser la 3e mi-temps aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Alors, vous constatez qu'un Tomega peut en cacher une autre. Suivez mon regard. Thierry Afanouko, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à toutes et à tous. Et puis un bonjour spécial au personnel du cabinet de la sécurité et de la protection civile pour leur dévouement au travail bien fait. Et puis un bonjour, pourquoi pas, au général. Et vous nous donnez l'occasion de saluer également Monsieur Justin Kouassi, ses collègues Agboka Alice, Belei Michel et Akpabi Célestine, qui sont à l'INSET. L'INSET dont nous allons parler incessamment. Il semble que nous sommes très écoutés à l'INSET. Et il semble que les dames de l'INSET apprécient beaucoup la voix de Olivier Adja. Olivier, bonjour. Bonjour à toutes les dames plutôt de l'INSET et aux auditeurs et auditrices. Merci d'avoir complété les dames avec les autres auditeurs. Notre invité auquel déjà nous nous habituons et vous aussi, Docteur Soukouma Dadjo. Bonjour docteur. Bonjour Sass. Médecin du travail, c'est vous qui êtes notre personne ressource aujourd'hui pour nous éclairer un peu dans la stratégie de riposte à la Covid-19, cette pandémie dont les chiffres sont toujours en constante augmentation. C'est le Grand Lomé qui est le plus grand foyer de contamination ici. Et le Togo n'est pas le seul. Ailleurs, des pays comme l'Espagne, la France, l'Italie passent sous confinement presque absolu. Nous allons en parler comme c'est vendredi. Nous allons faire le point de la semaine sur tous les plans si nous avons le temps. Juste le temps de saluer quelqu'un qui nous a fait rêver dans notre jeunesse. C'était un artiste, une virtuose du ballon rond. Olivier, je ne sais pas si vous le connaissez, Diego Armando Maradona, Oui. El Pibe del Oro, qui souffle aujourd'hui 60 bougies. Olivier? Oui, Diego Maradona, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus. Et de par ses performances sur le terrain, mais aussi de par ses frasques en dehors du terrain. Et aujourd'hui, voilà, donc c'est quelqu'un qui est rentré dans l'histoire du football mondial, et nous ne pouvons que le souhaiter joyeux anniversaire et longue vie surtout, parce qu'en dehors du terrain, il a beaucoup de choses, de conseils à donner à la jeune génération de footballeurs, même si parfois il les attaque plus qu'il ne leur donne des conseils. Merci. C'est vrai que Diego Armando Maradona est une vedette aussi bien hors des stades qu'il le fut, grande vedette du football. Je n'oublierai jamais la finale de la Coupe du Monde 86 quand Diego Armando Maradona et l'Argentine avaient privé la RFA à l'époque du trophée de la Coupe du Monde. Thierry, vous savez que je suis grand supporter du football allemand. Eh bien, mais revenons ici à Lomé, au Togo, notamment à Nero, où nous allons porter en terre demain notre feu collègue Aboussa Ekwe Haïté Blaise, que nous connaissions tous sous son nom d'antenne, Tony Bikoul, qui nous a quittés
le 13 octobre dernier à l'âge de 63 ans. Eh bien, Tony Bikoul, que la famille, les collègues et les amis vont enterrer demain à Anéro. Thierry? Oui, une fois encore, nos condoléances à la famille éplorée et que la terre soit légère donc pour notre collègue, notre confrère. Il va beaucoup nous manquer. Vous savez, il a fait beaucoup sur la TVT à travers son émission. Il a cette particularité-là d'animer son émission, d'intéresser les téléspectateurs. Tony Bikoul, c'est quelqu'un ouvert d'esprit. Il est toujours gai. Il aime échanger, il aime partager et c'est une grande perte pour la TVT, la presse togolaise. Et nous espérons que Dieu va susciter d'autres talents comme celui de Tony Bikoul. Merci. Aboussa Ekwe a été Blaise à l'état civil, beaucoup plus connu sous le pseudonyme de Tony Bikoul, animateur de variété, promoteur culturel, présentateur entre autres de l'émission Les Amis du Dernier Dimanche sur la TVT, qu'il repose en paix. Et il semble que Olivier Adja, déjà dans quelques jours, nous allons procéder à l'enterrement d'un autre aîné, d'un autre collègue, Géraldo Isidine, qui nous a également quitté il y a quelques jours. Oui, la presse togolaise a été encore frappée en plein cœur par la faucheuse et la mort. Notre confrère aîné, doyen, Géraldo Isidine, qui a passé un grand temps sur les antennes de Radio Lomé, qui a marqué son temps sur ces antennes et qui maintenant officiait en tant que directeur des programmes au niveau de Radio Victoire FM. S'en est allé. Nous ne pouvons que le souhaiter, et en tout cas que la terre lui soit légère, ou bien voilà, donc que Dieu l'accueille en son sein, parce que c'est aussi un voyage que nous tous nous allons effectuer, mais nous espérons que ça va être dans plusieurs décennies ou plusieurs années avant que Dieu, ou du moins la mort, ne nous visite. Que Dieu vous écoute, que nous soyons encore sur terre pendant quelques temps, quelques dizaines d'années, pourquoi pas, avant que Dieu nous rappelle. Mais déjà, préparons notre au-delà dès aujourd'hui. Oui, tout à fait. Vous savez, Géraldo, je l'ai fréquenté, je l'ai pratiqué parce que je suis passé par Radio Victoire. Il était mon directeur de programme. On a beaucoup travaillé et vous parlez tantôt de INSEAD. Je crois il y a quelques mois, on était ensemble dans le cadre d'un atelier organisé par l'INSEAD. J'étais à cet atelier avec Géraldo. On a eu à passer de bons moments. L'autre fois, quand on a appris son décès, ça nous a beaucoup affecté. C'est aussi une perte pour la presse togolaise. Comme Olivier l'a dit, que la terre lui soit légère. Merci. Nous saluons la mémoire des amis défunts, mais privilégions beaucoup plus les amis vivants, comme nous le sommes autour de la table, ici les techniciens, et vous qui nous écoutez. Eh bien, méditons sur cette pensée du jour de Abraham Lincoln, qui a écrit, je cite, « La meilleure partie de ta vie se compose de tes amitiés. » Encore une fois, la meilleure partie de ta vie se compose de tes amitiés. Nous pouvons nous permettre de compléter la pensée d'Abraham Lincoln en insistant sur l'amitié sincère, l'amitié fidèle et l'amitié loyale. Et Dr Dadjo ne va pas nous démentir. Non, pas du tout. L'amitié, il faut savoir qui choisit comme ami, parce que ça va impacter la joie que tu auras par rapport à cette citation de Abraham Lincoln. Merci beaucoup. La meilleure partie de ta vie se compose de tes amitiés, a écrit Abraham Lincoln. Et nous complétons de l'amitié sincère, fidèle et loyale. Il vaut mieux dire ces vérités à son ami en face que plutôt d'aller colporter des médisances derrière son dos. La Covid-19, les chiffres, nous les avons encore suivis hier, Dr Dadjo.
Entre mercredi et hier, nous avons enregistré un décès de plus, ce qui monte le total des décès à 55. Hier, nous avions 614 cas actifs en traitement. Là aussi, on constate que les morts augmentent, les cas actifs, c'est-à-dire les malades augmentent, les contaminés aussi. Hier, on en comptait 2295 cas au total depuis début mars. Et l'information qui porte espoir, c'est les guérisons. Hier, on avait un total de 1627 cas guéris. Eh bien, docteur Dadjo, comme l'écrit si bien le confrère Le Canard Indépendant, non seulement les contaminations augmentent, mais le Grand Lomé présente une situation de plus en plus alarmante. Docteur Dadjo, vous qui vivez à Lomé, vous qui êtes médecin du travail, est-ce que vous avez l'impression que les habitants du Grand Lomé concentrent entre eux le plus fort taux d'augmentation des contaminations? Malheureusement, nous constatons qu'il y a un grand relâchement par rapport au respect des mesures barrières. La preuve, c'est ces chiffres-là que nous avons. 58 contaminations, avec près de 60% pour Lomé, pour Grand Lomé. 34 contaminations sur les 58. C'est vrai qu'il y a d'autres lieux de contamination, le Yoto et les lacs, mais Lomé, c'est le vrai. Yoto, c'est chez Olivier Adja. Hein? Ah, voilà. Ben, on va prier qu'il aille en sensibilisation pour que tout se passe bien. Parce que la sensibilisation, il nous la faut vraiment. Thierry Afanouki aussi est là ici. Non, Thierry Afanouki moi, je suis est de vous, tout comme moi. Donc ces chiffres-là vraiment nous interpellent tous. Hein. Et ça nous interpelle parce que, vous voyez, le nombre de cas en augmentation à Lomé fait beaucoup peur parce que, vous savez, nous avons une très grande concentration de population dans la zone du Grand Lomé. Et si des cas se propagent, si des cas sont détectés de plus en plus, là c'est que on ne pourra pas vraiment faire face. Ça va être vraiment une difficulté pour le personnel médical qui est déjà quand même un peu fatigué. Vous savez, depuis plus de 6 à 7 7 mois, mois de prise en charge avec une attention particulière. de tous les instants. Voilà. Vous avez peur par rapport à la maladie. Vous avez peur par rapport au fait qu'on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant. Vous voyez? Donc, toutes ces situations, il faudrait que ça nous interpelle et qu'on puisse vraiment mettre devant le respect des mesures barrières. Le personnel médical qui continue de payer un lourd tribut à la riposte. Il n'a plus besoin de revenir sur le nombre du personnel soignant contaminés, même ceux qui en sont morts. Ils sont sollicités à tous les instants, ça c'est d'un. La prise en charge a également un coût financier que l'État endosse en grande responsabilité, alors que nous avons des priorités. Docteur, nous gagnerions à venir le plus tôt possible à bout de la pandémie pour que l'État affecte nos ressources aux domaines prioritaires comme la santé en général, les écoles, les routes. Absolument. Et autres besoins dont nous allons parler incessamment. Absolument. Vous voyez, il y a des coûts directs, ça c'est ce que nous voyons. On achète des médicaments pour les travailleurs, pour les malades. On achète des équipements de protection pour les travailleurs, mais il y a beaucoup de coûts indirects. Le temps de plus qu'on met pour s'occuper d'un malade, avec toute l'attention qu'il faut. Le temps de plus qu'on devrait mettre pour la famille, hein? Ça on le met pour la prise en charge. Donc vous voyez que il y a beaucoup de coûts indirects qui peuvent représenter 3 à 5 fois le coût direct que nous voyons qui est déjà exorbitant. Quand vous prenez un seul équipement de protection individuelle qui va être porté pour peut-être quelques minutes de prise en charge, ça coûte, selon ce que le professeur avait dit, plus de 20 000 francs. Vous voyez? Donc tout ça, il faudrait qu'on puisse voir l'effort que fait le gouvernement, qu'on puisse respecter les mesures barrières. On va se concentrer pour un temps. Et puis, après, on pourra être plus libre. Alors justement, docteur, comme les enseignants aiment à dire que la meilleure pédagogie, c'est la répétition, voulez-vous nous rappeler encore, nous tous, les comportements, les mesures barrières que nous devrons adopter en ce moment pour accompagner la riposte? Au jour d'aujourd'hui, vous voyez, je prends le premier exemple, c'est au niveau des structures et des entreprises, par exemple.
vous voyez, il y a une petite accoutumance par rapport à ceux qui travaillent ensemble. Alors que nous ne devions pas. On vient au travail et on retourne chez soi. On a d'autres activités. Mais dans ces activités, on peut contacter le virus. Et quand je reviens, par exemple, travailler, mon collègue va penser que hier j'étais avec lui ou avant-hier j'étais avec lui et se relâcher. Alors que je ne sais pas ce que vous avez fait là où vous êtes allé depuis hier jusqu'à ce matin. Donc cet aspect doit nous appeler à la vigilance. Nous devons mettre le cap vigilance au top pour que des petits laissés-aller ne nous amènent pas vers la catastrophe. Docteur, le mercredi soir, je suivais le président français Emmanuel Macron qui recommandait à ses compatriotes de porter même le masque bucco-nasal, même à la maison, si on reçoit même des membres de la famille qui ne sont pas sous le même toit. Absolument. C'est ça. Vous retrouvez quelqu'un qui est chez vous en face, vous le connaissez, c'est vrai, mais peut-être qu'il a été au marché, il a été à l'hôpital, il a été au travail, ou même aller voir des amis quelque part d'autre, que vous ne savez pas. Et ce n'est pas quelqu'un qui arrive chez toi, qui est malade, vous pouvez ne pas savoir qu'il est malade. S'il ne manifeste pas, vous ne saurez pas du tout. Donc, quand vous êtes ensemble, même à la maison, il faut mettre quand même le masque. Mettre le masque comme faire l'économie, de se saluer, en se donnant la main. Absolument. Docteur, il y a un phénomène qui se développe maintenant. Les gens ne se donnent pas la main, mais on se donne les poings, on se donne les coudes, on se tapote sur l'épaule. C'est vrai que nous devons aussi essayer d'arrêter ça. Parce que c'est vrai, on se dit qu'on donne le coude ou on donne le bras. Mais sur ce bras que quelqu'un d'autre a salué ou quelqu'un d'autre a mis le poing, on peut véhiculer donc des sécrétions. Ça aussi, ce n'est pas encore à pratiquer. Nous devons aller au-delà, se saluer comme les bouddhistes ou bien comment, je ne sais pas, les moines. Les bouddhistes ou bien les lézards. Avec la tête ou les mains ensemble et puis une petite génuflexion. Voilà, ça c'est des comportements que nous devons adopter dorénavant. Parce que le coude aussi, moi je me dis qu'il faudrait qu'on puisse arrêter ça. Et il faut y ajouter également les cérémonies funéraires. Nous continuons ou bien nous reprenons les habitudes d'enterrer nos parents avec de plus en plus de membres de la famille, des amis. Et également, des gens reprennent l'habitude de célébrer les anniversaires de naissance ou bien de mariage avec beaucoup de voisins, beaucoup de collègues, beaucoup de parents qui arrivent. Docteur, à ce niveau-là aussi... Tout ça, c'est des situations dangereuses qui peuvent c'est-à-dire qui peuvent ouvrir la voie à la propagation. Donc, il faudrait qu'on puisse quand même diminuer le nombre. Une situation qui est difficile. Vous allez dire, mais qui je vais inviter, qui je ne vais pas inviter. Mais il faudrait quand même aller à ça pour que... Il faudrait qu'on puisse se serrer pour un temps. Se serrer pour un temps pour que demain on puisse vivre mieux. Merci. Malgré ça, nous avons écouté en milieu de semaine le Conseil des ministres, le premier de Temenga Dogbe qui s'est réuni et qui confirme que la reprise des cours dans les écoles, ce sera le lundi 2 novembre prochain. En même temps, les lieux de culte seront ouverts en grande partie à l'intérieur du pays, un peu plus proportionné dans le Grand Lomé ici. Docteur, quel est l'avis du médecin du travail que vous êtes pendant que les écoles vont ouvrir et que les lieux de culte également vont s'ouvrir beaucoup plus grandement? Nous faisons entièrement confiance au ministre en charge de l'éducation, le professeur Dodi Kokoroko, qui a quand même instruit les chefs, les directeurs des régions scolaires, les DRE, les inspecteurs, à donc instruire les enseignants pour une meilleure rentrée scolaire. Mais c'est vrai que tout ça va être pris en compte, mais il faudrait quand même, par rapport aux tout petits, faire une grande sensibilisation de la part des enseignants, de la part des parents, pour que ces élèves-là ne soient pas le maillon faible dans la propagation de la maladie à coronavirus. Merci docteur Soukouma Dadjo, médecin du travail qui nous accompagne aujourd'hui. Nous continuons avec la rentrée scolaire qui reste fixée au 2 novembre prochain pour les écoliers
du préscolaire jusqu'au deuxième niveau, jusqu'au troisième degré. Et non seulement les écoles primaires, enfin l'enseignement primaire et secondaire, le 2 novembre, mais comme le rappelle Togo Réveil, les aînés de l'université de Lomé et de Kara également vont, enfin, du moins l'université de Lomé qui opère sa rentrée le 30 novembre prochain, soit environ un mois après. Alors comment est-ce que la rentrée scolaire du 2 novembre se présente? Le Canard indépendant nous rappelle qu'un protocole sanitaire sera mis à la disposition de tous les établissements scolaires. En tout cas, c'est l'assurance que donne le gouvernement. Du côté des acteurs même, Togo Matin lui écrit que la rentrée scolaire s'annonce efficace, efficiente et sûre pour tous. Ça, c'est un optimisme de Togo Matin que ne partage pas toujours un autre journal, L'Engagement, qui écrit que 6 fédérations syndicales de l'éducation sont en concertation pour un préavis de grève. Olivier Adja, c'est dans cette ambiance-là, les assurances que donne le gouvernement sur les mesures sanitaires, sur l'accompagnement à faire aux enseignants, et également certains enseignants qui continuent à ne pas se taire sur leurs exigences. Oui, il faut dire que la rentrée scolaire 2020-2021 va être particulière. Et particulière en ce sens qu'elle intervient dans un moment difficile, non seulement pour notre pays, mais pour le monde en général, le monde entier en général. Et il faut dire que ce n'est pas facile. Et on a assisté aussi, il y a quelques semaines, à l'installation d'un nouveau gouvernement avec un nouveau ministre qui prend les rênes donc de ce ministère et qui doit organiser cette rentrée-là. Donc, et c'est difficile, et les enseignants sont là, et c'est légitime, ils doivent réclamer les meilleures conditions pour aller à cette rentrée parce que on ne peut pas leur demander d'entamer cette rentrée comme ils avaient entamé les rentrées antérieures parce que c'est une rentrée particulière et à circonstances particulières, il y a des dispositions particulières qu'il faut prendre. Il y a le cas de ces enseignants, donc dits vacataires ou du moins volontaires, qui aussi se posent. Et on entend ici, par ici et là, que le gouvernement va faire un recrutement ou va lancer donc un recrutement de nouveaux enseignants, alors que ces enseignants volontaires, parmi eux, certains ont les diplômes et les compétences requises pour pouvoir donc être engagés comme fonctionnaires d'État. Donc, c'est un appel que nous lançons au gouvernement, d'abord pour donner les moyens nécessaires à ces enseignants, parce que c'est dans une condition, dans une période de pandémie, et on ne va pas les demander d'aller faire le travail, donc sans leur donner les mesures, ou bien du moins les mesures de protection nécessaires ou le matériel nécessaire pour pouvoir en tout cas faire leur travail. Oui, Thierry Afanouké, on entend les enseignants ces derniers temps, d'abord les enseignants officiels qui évoquent un protocole d'accord signé avec le gouvernement il y a quelques années. À ce niveau, dans le communiqué ayant sanctionné le Conseil des ministres du mercredi, le gouvernement a mis un accent sur ce protocole d'accord et a donné des gages de son exécution. Ça, c'est d'un. Il y a de deux maintenant. C'est les enseignants volontaires, un corps vraiment bizarre, mais qui compte déjà une vingtaine de milliers d'hommes et de femmes. Et à leur niveau aussi, le gouvernement promet de verser une deuxième tranche du programme Non-Vici. Alors, est-ce que ce Non-Vici va rassurer les enseignants volontaires pour aller à l'école le lundi prochain? Ça devrait rassurer puisque c'est un engagement du gouvernement et le nouveau gouvernement que nous avons promet nous faire du nouveau
promet honorer ses différents engagements. Donc, nous allons demander un peu de patience à ces enseignants volontaires là, afin de permettre au gouvernement de mobiliser les ressources pour satisfaire donc leurs besoins. À l'ensemble du corps enseignant, nous les comprenons par rapport aux différentes revendications, mais il ne doit pas perdre de vue que nous sommes en période de crise, et comme nous sommes en période de crise, il faut faire la part des choses. Vous savez, ce qui se passe à chaque rentrée scolaire, personnellement, je ne comprends pas, parce que le problème est connu d'avance par le gouvernement. On ne comprend pas pourquoi tout au long de l'année scolaire, on ne prend pas soin de discuter, on ne prend pas soin de trouver une solution à ces différentes revendications, et on attend, c'est quand on est à quelques semaines de la rentrée scolaire que ça pose problème. On doit rompre avec cette pratique-là. Quelque part, cette histoire également de protocole d'accord concernant les 2 milliards pour les enseignants, et c'est le Premier ministre ou bien l'ancien gouvernement de Classou qui a joué un peu au dilatoire. Sinon, on devrait trouver une solution à ce problème-là depuis, parce que ça date, je crois, de plus d'un an. Le protocole d'accord date de 2018. Voilà. Donc, ça fait plus de 2 ans que ça traîne. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas essayé de trouver un terrain d'entente, parce que ça posait problème. C'était devenu une question de ping-pong entre et le gouvernement et les syndicats. Voilà qu'on remet encore ça sur le tapis. Alors qu'aujourd'hui, nous avons d'autres priorités. Les priorités sont les infrastructures scolaires, puisque aujourd'hui, on limite le nombre d'élèves dans une classe d'année. Donc, s'il faut parler encore de ces questions de 2 milliards et trouver encore les moyens pour construire ces infrastructures-là, vous ne voyez pas que ça fait de trop pour le gouvernement, si c'est que on avait pris le temps de résoudre déjà 2 ans déjà ce problème. Aujourd'hui, on n'en parlera plus. Donc, je crois que le gouvernement de Madame Victoire Toméga Dogbe doit faire preuve de disponibilité, preuve d'écoute, pour que une fois pour de bon ce reliquat là soit résolu, pour que on puisse aller de l'avant, parce que on ne veut plus renouer avec la rentrée et les grèves. Les enfants ont passé déjà beaucoup de temps à la maison. S'ils reprennent et que c'est pas en cas de force majeure, voilà, de Covid-19 qu'ils doivent arrêter, et c'est pour des raisons de revendication. Là, c'est pas bon. Merci. Je rappelle que le protocole d'accord dont nous parlons figure en bonne place dans le communiqué ayant sanctionné le Conseil des ministres du Seulement, ne nous dit pas que les 2 milliards seront versés aux étudiants, comme c'est le cas avec Novici pour les enseignants volontaires. Le communiqué dit que les modalités de leur exécution seront de rigueur incessamment. Vous savez, c'est un peu le langage de bois que nous reprochons des fois un peu au monde politique, mais il semble que c'est comme ça. Et là-dessus, Olivier Adja, nous entendons un discours depuis 1 mois, c'est gouverner autrement. Là, c'est le Premier ministre qui le dit. C'est dans ce sens-là que, lorsqu'il a rencontré les enseignants il y a quelques jours, le professeur Kokoroko disait que la confiance ne se présume pas. Elle se mérite. Et on sent quand même de la part de Kokoroko une certaine approche de disponibilité, d'écoute, voire même d'humilité avec ses collègues enseignants. Eh bien, espérons que ce mouvement-là soit conclu par la satisfaction des termes de ce protocole d'accord. Oui, ça, vous faites bien. Vous revenez pratiquement au contenu donc d'un article que nous avons écrit ce matin dans le journal Arakiri. Et vous savez, la dernière fois ici, la semaine dernière, je parlais de dogométrie qui nous permettra de mesurer les performances des 33 ministres du gouvernement, et à chaque parution, nous allons prendre un échantillon de 3 ou 5 ministres, donc, et voir qu'est-ce qu'ils ont fait
pendant... Qu'est-ce qu'il commence à faire? Qu'est-ce qu'il commence à faire, bien sûr, pendant ces premières semaines d'activité ou donc de travail à leur niveau. Et au professeur Dodi Kokoroko Komlan, nous avons trouvé qu'il a été lancé dans le bain sans même qu'on lui permette de se déshabiller. Et ses costumes 4 pièces sont restés sur lui et il est tombé dans le bain. Là, ça c'est le côté harakiri de l'information vraie. Oui, de l'information vraie. Et donc, il a été obligé d'attaquer les dossiers de l'enseignement avec les menaces de grève ou de refus de débuter la rentrée au niveau donc de certains syndicats. Et il a été obligé aussi donc de travailler à trouver des solutions pour cette rentrée particulière, parce que comment faire pour éviter que nos enfants contractent sur les bancs et voilà la Covid-19. Ça c'est en tout cas une équation que le professeur Dodi Kokoroko doit... C'est comme là. Comment plutôt Kokoroko doit résoudre, mais ça c'est important. Et donc nous trouvons que on sent un activisme ou bien donc une activité à son niveau, un dynamisme plutôt, je voulais dire, à son niveau. Et pour cela, nous lui donnons une note de 16 sur 20. Déjà à moins de mois, il a déjà une note. Par rapport au dossier qu'il s'est jeté à l'eau sans enlever. Et surtout le fait qu'il s'est jeté à l'eau sans se déshabiller. Merci. Maintenant, passons de Kokoroko Komlan à Kodjo Adedje également, que vous suivez de très près. Absolument. Kodjo Adedje connaît déjà son ministère, c'est-à-dire le ministère du Commerce. Et aujourd'hui, il a piloté le mois donc de la consommation locale qui va prendre fin, je crois, demain, le 31. Donc, il faut dire que ce mois n'est pas une réussite totale. Ça, nous relevons ça dans l'article parce que, d'abord, c'est pour la première fois que le Togo organise cet événement. Donc, il va de soi qu'on puisse constater des manquements. Mais aussi, ça se fait dans une période difficile, comme on l'a déjà relevé, une période de Covid. Mais seulement, on a constaté que Adedje Kodjo a quand même tiré son épingle du jeu. C'est-à-dire, au départ, les gens ont commencé par le critiquer parce qu'il se mettait en costume 4 pièces pour aller faire les activités du mois de consommer local. Mais très vite, on a vu qu'il a en tout cas changé de comportement ou changé d'habillement. Et il s'est mis donc dans des quintés, il a consommé local et il nous a donné l'exemple parce que il faut faire la pédagogie par l'exemple. Il l'a fait, mais on a constaté aussi que il s'est lancé dans une tournée à l'intérieur du pays où il est en train de rencontrer plutôt les acteurs locaux, les producteurs, et les industriels et toutes ces gens, ces Togolais qui fabriquent localement. Alors justement, Kodjo Adedje est également monté sur le plateau à Poso où est né un certain Majesté Iou il y a quelques dizaines d'années. Le professeur Majesté Iou également que Harakiri. Non, mais pour Kodjo Adedje, j'aimerais quand même relever quelque chose de très important, c'est que nous relevons dans notre article que pour le dossier Petrolgate, son attitude nous a beaucoup plu, malgré que certains le présentaient comme la gorge profonde, celui-là qui a livré aux médias les informations, mais il ne s'est pas agité comme donc un diable pris dans de l'eau bénite, mais il est resté calme et surtout on n'a pas senti qu'il aussi se bat pour sauver des gens ou sauver X ou Y comme on l'aurait fait certains. Et parce qu'il a, et peut-être il a des amis, il y a des premiers ministres dans ce dossier, il y a des ministres dans ce dossier, il y a même des cadres de son ministère dans ce dossier. Mais il a laissé la justice faire son travail, il a laissé les médias faire leur travail plutôt, et pour cela nous lui donnons quand même cette note. Soit, mais justement à propos de cette affaire de Petrolgate qui se passe au sein même du ministère de Kodjo Adedje, là-dessus l'alternative publie aujourd'hui Petrolgate les séquences d'un procès sur télécommande. Le journal parle d'un rapport d'audit et ses recommandations royalement ignorées. Justement, Thierry Afan, que depuis cette semaine, on entend beaucoup de journaux, beaucoup de personnes demander à Kodjo Adedje, à tout le gouvernement, de rendre public
le rapport de cette mission d'audit-là pour que l'opinion suive à temps réel le dossier? Ah oui, quelque part il le faut pour nous situer parce que c'est un gouvernement qui s'est engagé à rencontre de ces actions et je me dis que ça fait partie aussi des comptes rendus. Puis pourquoi je le dis? Parce que quand l'affaire a commencé, je crois le ministre Adédié a instruit le responsable du C. Et comment on appelle le comité? Comité sectoriel voilà. des prix des produits pétroliers. Voilà, on a vu le coordonnateur de ce comité-là qui était monté à la TVT. Il a essayé d'expliquer un peu comment ça se passe depuis l'appel d'offres jusqu'à la commande et la livraison. Donc, il est de bon aloi à ce que quand l'audit, les résultats de l'audit ou du travail fait, on connaît les conclusions. Il faudrait qu'on puisse rendre compte à la population pour que on puisse situer les uns et les autres. Vous savez que le pays s'est engagé dans une dynamique de lutte contre la corruption et quand on parle de corruption, il faut de ces rapports-là, il faut de ces audits-là pour qu'on soit situé, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, qui a gardé l'argent de l'État dans ses poches. Donc, il faudrait que ce que le ministre Adédié a commencé, ça puisse continuer pour que nous soyons situés, même si la justice refuse de prendre en compte les conclusions de cet audit-là. Pour ne pas dire que la suite de ce pétrole gate fera que la note à Adédié augmentera ou diminuera. Notre porte sur les premières copies. La première copie. Ces ministres sont livrés. Hier, vous avez posé la question par rapport à M. Iou, ou bien professeur Iou Majesté, et je mets l'accent, je souligne le mot Majesté, et Ouatteba. Et il a quand même les premières, ces premières décisions nous ont étonnés. Pour la simple raison que la première note de service que le professeur Iou Majesté Ouatteba a pris, c'est de rappeler et voilà donc aux directeurs des services et aux responsables des institutions, à l'opinion publique togolaise, que il faut respecter l'orthographe et l'écriture de ces majestueux noms. Et ça il a dit qu'il le tient. Il le souligne que ça lui tient à cœur tellement que il ne tolérerait pas qu'un seul Togolais puisse écorcher son nom. Alors, il voudrait qu'on l'appelle comment? Non, Iou Majesté Ouatteba. Iou Majesté Ouatteba. Okay. Mais ce qui nous étonne, bon, ce n'est pas le fait vraiment qu'il ait fait cette mise au point, parce que moi-même, je n'aurais pas aimé qu'on écorche mon nom. Mais où est l'urgence? C'est la question où se trouve l'urgence. Est-ce que dans le contrat d'engagement que les ministres ont signé la dernière fois, et le premier paragraphe pour lui, c'était la question de son nom. C'est l'interrogation qu'on soulève, parce que quand vous voyez le ministre Yark Damngan, mais c'est un nom que nous avons tellement maltraité, malmené au Togo. J'avoue que jusqu'à aujourd'hui, même sur les médias publics, on a tous les mots pour bien écrire le prénom de Yark. Je vous assure, pour certains, c'est Damham, d'autres, c'est Damhan. Pour certains, c'est Daman sans eux. C'est-à-dire que c'est. Mais si le ministre devrait prendre son temps pour rappeler tous les Togolais à l'ordre, il n'aura pas le temps de faire son travail. Le président de la République lui-même, s'il devait faire un décret pour demander aux Togolais d'écrire son nom et son dyname comme il le faut, je crois que... Voilà, vous venez encore de l'écorcher, c'est Essos Zimna. Voilà, donc, c'est pourquoi nous octroyons 7 sur 20. Pour dire que c'est pas seulement Madame Tomenga Dogbe qui suit ses ministres, mais la presse et l'opinion également, nous suivons tous leurs gestes et actes. Alors, montons à la tête du gouvernement avec... Madame Tomenga Dogbe, vous avez suivi hier, elle s'est transportée au plateau de la semaine. Cette émission, ça a été une grande première. Je ne sais pas si de mémoire de Togolais, on a déjà vu un Premier ministre occuper le plateau de la télévision nationale pendant près de 1h30 avec une présentatrice de la chaîne publique TVT
et un confrère d'une chaîne privée RTDS. C'était une grande première pour la forme. Je rappelle que il y a déjà 2 semaines, Madame Tomingo était l'invité sur Radio France Internationale. Thierry Afanoukoé, à ce niveau-là, certains médias, certaines personnes ont reproché à la Première ministre que sa première sortie publique soit allée à une radio privée. On peut dire que Mme Tomingo Dogbe a écouté et a voulu rectifier les tirs par sa présence sur la TVT. Oui, c'est ce que nous souhaitons. C'est-à-dire que quand il pose des actes et que les Togolais se prononcent là-dessus, il faudrait que, en tout cas, ce nouveau gouvernement puisse réagir et corriger le tir. Pour sa première sortie médiatique, elle a opté pour RFI, mais quand les critiques allaient dans tous les sens sur les réseaux sociaux, rapidement, une autre sortie a été organisée sur un média local et c'est la TVT qui a été choisie. Ce qu'elle a fait comme sortie hier, ce n'est pas forcément nouveau puisque Humbo a fait quelque chose de ce genre, sauf que ici peut-être on a encore innové davantage avec le cadre et autres là. Donc Madame Dogbe a parlé, a présenté les grands axes de son gouvernement. Donc comme Olivier l'a si bien dit, nous les observons, ils sont dans leur première semaine, nous allons voir, nous allons les noter, nous allons les suivre point par point, puisque nous avons connaissance de sa déclaration de politique générale. Le séminaire gouvernemental nous a situé sur ce qui sera fait et l'engagement ou les engagements que chacun des ministres, l'engagement pris par les ministres. Donc tout ça là, nous allons les observer et je me dis que l'objectif final, c'est d'amener les Togolais à participer à la construction de ce pays. C'est d'amener à la redistribution nationale de notre richesse. S'ils continuent comme ça, si nous les suivons, puisque nous sommes appelés à contrôler l'action gouvernementale, même si les députés à qui ce rôle est dévoué ne le font pas assez. Et nous, au niveau de la société civile, je crois qu'on peut aussi les noter, on peut aussi les suivre. On a suivi d'ailleurs les députés cette semaine aller en séminaire pour renforcer leurs capacités afin de mieux suivre l'action gouvernementale. Après le séminaire, on verra ce qu'ils feront, les députés à l'heure. Le contrôle citoyen de l'action et en tout cas des gouvernants manque beaucoup au Togo et on perd de vue le fait que non seulement les députés doivent contrôler l'action du gouvernement, mais aussi la société civile. Et la société civile qui comprend les médias, les associations, les ONG et les citoyens en général. Donc, à notre niveau, au niveau d'Arakiri, nous avons décidé de jouer ce rôle pleinement et certainement nous lançons aussi un appel à nos confrères et à toute la société civile à nous emboîter le pas. Et pour que chaque ministre sache que il a les yeux de 7 millions de Togolais, donc sur lui, je crois que ça va peser et sur eux, et ils vont vouloir donc faire mieux. Mais concernant la question que vous avez posée par rapport à la sortie de la Première ministre ou de Mme Dogbe sur les chaînes internationales ou bien sur RFI, et moi particulièrement, j'ai été un peu gêné, même si je comprends la démarche, parce que RFI, on se dit que c'est une chaîne qui a une audience mondiale qui va au-delà donc de nos frontières et qu'elle peut se faire plus écouter. Mais je crois aussi que la période qu'elle a choisie, c'est la période du consommé local. Et nous avons mis l'accent ici sur le fait que l'information aussi est une denrée que les gens consomment. Donc on ne considère pas que c'est du gari ou du colicot seulement qui est une denrée consommable. Non, je crois que l'information aussi se paie et se vend et c'est une denrée. Donc si elle décide d'aller donner l'exclusivité ou sa première sortie médiatique à une presse, à un média international, c'est un peu violer ou du moins
ne pas respecter l'esprit de ce mois. Maintenant, au-delà de ça, ce qu'elle a fait hier aussi, c'est à saluer. Il faut demander au gouvernement de perpétuer cette tradition, parce que au temps de Humbo, si je me trompe, ça se faisait plus ou moins bien. Justement, pour la forme, il faut rappeler que Humbo avait reçu deux fois l'ensemble de la presse dans ses bureaux à CDOUA. Mais il faut également remonter et rappeler que en novembre 2005, Feu Edem Kodjo, alors Premier ministre, avait également rassemblé la presse. C'était à l'hôtel 2 février. Il avait fait le bilan de ses premiers pas. Il avait promis qu'il allait faire ça régulièrement, mais l'histoire ne retient que la séance inaugurale. C'est malheureux. Et espérons maintenant que Mme Tomenga Dogbe va perpétuer ce rendez-vous à un certain niveau. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'elle était ministre, elle a l'habitude de rencontrer la presse, en tout cas en fin d'année. Elle fait le point des activités de son ministère. Elle était l'un des ministres à se soumettre à cet exercice-là. Le ministre Doucet aussi le fait. Ils sont pratiquement 2 ou 3 comme ça qui ont l'habitude de faire le compte-rendu des différentes activités menées par leur ministère. Donc si elle avait déjà l'habitude de se soumettre à ce genre d'exercice, je me dis, en étant Premier ministre, elle ne va pas déroger. On peut ajouter à cette liste-là, sans être exhaustif, notre ami dont nous écorchons souvent le nom, il y a Kadamera qui rencontre la presse par semestre pour faire le point régulièrement. Il faut faire sortir les ministres de leur tour d'ivoire. Il faut faire sortir les ministres donc de leur château, parce que il y a ni tour d'ivoire ni château à Lomé. Non, c'est une façon de parler. Parce que et leur travail, en réalité, ils sont des ministres. Le ministre, c'est celui qui est le serviteur, et un serviteur est au service d'un groupe ou d'une personne ou donc du peuple. Donc il devrait normalement être au cœur du peuple. Rencontrer les médias, pourquoi pas? Certains ont une peur bleue des médias. C'est-à-dire que quand ils voient des journalistes, c'est comme des djihadistes qui arrivent et ils prennent, et ils ont tellement peur. Il y a des termes sur lesquels il faut... Bon, d'accord, des terroristes. Non, encore pire. Bon, en fait, à ce niveau-là, il y a un confrère qui disait hier que les leaders du chef de l'État au ministre, en passant par la chef du gouvernement, ils doivent être à la tête du peuple, être à la queue du peuple, mais également être au sein du peuple. Si un ministre empruntait la route en chantier depuis Atikoumé jusqu'à Zanguera cette semaine, il ou elle serait nous souffrons en attendant que la route soit faite incessamment. Eh bien, on a beaucoup parlé de la forme des sorties de Mme Tomenga Dogbe. Allons maintenant au fond, comme le fait le confrère Togo Réveil, qui écrit à sa manchette que motivée et confiante, le Premier ministre Victoire Tomenga Dogbe a fait de grandes annonces sur la TVT hier. Le journal relève, entre autres, ce que Mme Tomenga Dogbe a dit hier, à savoir la construction de 25 000 salles de classe d'ici 2025, la création de 500 000 emplois d'ici 2022 dans le cadre du PND. Également, elle a promis le lancement imminent, enfin déjà en cours, de l'autoroute de l'unité qui va relier Lomé à Saint-Cassé. Et puis, elle a également annoncé la construction de 20 000 logements sociaux d'ici 5 ans. Avant d'aller à l'autoroute, il n'a qu'à penser d'abord à la route à Didogom et Ségué, parce que là, c'est plus... c'est difficile de circuler donc sur cette voie-là. Il faudrait que on puisse retaper totalement cette voie-là. C'est l'occasion de dire que nous ne cachons pas que nous plaidons vraiment qu'on fasse en même temps la route de Ségbé dans le sillage de la route de Palimé, parce que nous craignons que si jamais Ebomaf quitte le chantier là, peut-être qu'il faudra attendre les dents d'une poule avant que ça se fasse. Maintenant, revenons donc aux annonces de la Première ministre hier, à commencer notamment par l'autoroute Lomé-Saint-Cassé. Oui, je voudrais que ça ne soit pas simplement une histoire d'effet d'annonce.
que ça se concrétise, parce que cette route-là, l'autoroute-là en question, on en parle maintenant, c'est pas aujourd'hui. Le chef de l'État on en parlait avant votre naissance. Voilà, le chef de l'État même est revenu là-dessus longuement. Il y a eu des voyages dans ce sens-là. On nous a fait des annonces. Malheureusement, ça ne commence jamais. Pourvu que cette fois-ci, ça soit du concret, pour que quand nous avons envie de se rendre au nord, qu'on ne voyage pas la peur au ventre, parce qu'aujourd'hui, quand on vous dit, vous avez une invitation au nord du pays, vous vous demandez, est-ce que en quittant, vous êtes sûr d'arriver vivant? Voilà. Donc, ce qui ne devrait pas être le cas, ça dit que il fallait voyager tout en étant à l'aise et dans son véhicule et sur la voie, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Qu'on puisse faire cette route-là de façon que on puisse laisser un passage, ne serait-ce que réservé aux gros porteurs, parce que souvent c'est eux aussi qui créent les accidents sur la voie. Maintenant, concernant le gouvernement ou le pouvoir de Faure Gnassingbé, ils font toujours des annonces. Seulement, ils ne nous disent pas par quels moyens ils vont mobiliser les ressources pour atteindre ces objectifs-là. C'est un peu le problème du PND. Vous connaissez le chiffre 4000 et quelques 1622 milliards. Voilà. Aujourd'hui, on ne nous dit pas combien a été mobilisé et combien reste. Quand on nous parle de la construction des classes, ça, on nous en parle, c'est pas aussi aujourd'hui. 25 000 salles de classe d'ici 2025. Voilà. Donc, et il faudrait que le gouvernement puisse nous habituer dans sa communication avec les chiffres, avec les données. Les prévisions ou les prospections qui ont été déjà faites. Comme ça, on est situé, on sait que X est appelé à faire tant, en tout cas dans ce projet-là. Mais quand on fait seulement des annonces, et quand vous n'avez pas encore les ressources, donc vous voyez qu'on ne pourrait jamais arriver. Thierry, on vous dira qu'il faut commencer par rêver ensuite chercher les moyens de réalisation de ces rêves. Alors, elle a parlé hier de l'autoroute de l'unité, le Messin-Cassé, 25 000 salles de classe d'ici 2025. Également, elle a rappelé les 500 000 emplois dans le cadre du PND d'ici 2022. Également, 20 000 logements sociaux d'ici 5 ans. Oui, les logements sociaux, nous avons aussi un problème par rapport à ça. Parce que si c'est ce qu'on est en train d'essayer au niveau de... Ah, ok. Donc, il faudrait que... Parce que les Thierry, vous disiez... Si c'est ce que on est en train de faire dans l'enceinte du lycée technique, là, non, sincèrement, ce n'est pas ça. Ça, c'est un scandale. C'est un scandale d'État. Il faut revenir sur ce... Mais ça continue, Olivier. Ils ont encore occupé un autre... Je crois qu'il se pose un problème dans notre pays. D'abord, on ne peut pas avoir les réserves administratives, les laisser... Non, Thierry, c'est même pas une réserve. C'est l'enceinte d'une école administrative qui doivent servir à ce genre de... Sincèrement, Olivier Thierry, je pense qu'à un moment ou un autre, il va falloir interpeller l'ancien ministre Cessenou, qu'il vienne vraiment expliquer comment il a pu rêver de ce projet-là, et peut-être même que le chef de l'État nous dise comment il a pu autoriser qu'on aille occuper l'enceinte d'une école. Non, mais moi, nous, on est... C'est boîte d'allumettes. J'habite pas loin de là. Et quand vous passez là, vous avez le cœur, vous serrez, en fait. Parce que, on se demande, mais alors, dans 10 ans, dans 20 ans, quelles sont les prospections, bien les projections? Puisque notre jeunesse et la population, elle est jeune et elle s'accroît. Donc, est-ce que ces espaces-là, on n'aura pas besoin de ces espaces-là pour agrandir ce lycée technique, et même dans 20-30 ans, peut-être ce lycée, tout cet espace ne suffirait pas pour les élèves. Ça, c'est un. Donc, de deux, c'est qu'on fait un projet privé avec des partenaires privés et à qui on confie ces espaces. Les domaines de l'État. C'est de savoir si ceux-là ont payé ces espaces avec de l'argent. Et qui a encaissé l'argent? C'est parti où? Parce qu'on sait que c'est au temps du ministre Cessenou. Mais au-delà de ça, c'est de se poser la question de savoir, mais quelle est alors la politique même pour pour la jeunesse togolaise? Parce qu'il y a même des espaces sportifs là-bas qu'on a transformés
en chose là, c'est-à-dire en chantier. Maintenant, alors que les jeunes, moi-même j'allais là-bas pour me défouler un peu et réduire mon ventre, mais finalement on se demande, mais et on va empêcher les jeunes de se déstresser. Alors si la jeunesse n'a plus d'espace de sportif, qu'est-ce qui va arriver? Donc peut-être qu'elle va descendre dans la rue pour faire le sport et faire le sport autrement. Donc je crois qu'il va falloir quand même mettre la lumière sur ce scandale, parce que j'estime que c'est un scandale d'État. Ce chantier. Bon, maintenant c'est une parenthèse. Peut-être on va revenir sur votre question. Alors justement, les engagements, disons les promesses que Mme Tominga Dogbe a faites hier, et puis elle a précisé que toutes ces ambitions-là s'inscrivent dans la feuille de route du mandat quinquennal du chef de l'État. Alors pour pouvoir réaliser tout ça, elle a tenu à préciser que c'est pas seulement le chef de l'État, le Premier ministre et leur ministre, mais elle en a appelé à toute l'opinion nationale quand elle disait qu'il est temps de construire un pacte pour le développement du Togo. Oui, il faut construire un pacte social. C'est-à-dire, je ne sais pas si l'ancien pacte social que nous avons tient encore, mais il faut construire un pacte social. Et la volonté et la capacité de Mme Dogbe de mener à bien et ces chantiers, moi je ne doute pas de cette volonté-là. Mais elle n'est pas seule dans la barque. Il y a des acteurs qui aujourd'hui sont des acteurs du sous-développement qui aiment plutôt tirer donc les gens et le travail en arrière. Ce sont leur équation qui moi m'inquiète, parce que on a besoin de combien? 25 000 salles de classe. On a besoin de construire une autoroute de Lomé à Saint-Cassé. Je rappelle bien qu'en 2016, j'étais aussi avec la délégation au niveau de Dubaï, et où on nous a annoncé avoir mobilisé jusqu'à 5 000 milliards pour pouvoir construire cette autoroute. Et où en est ce projet? Et pour que la Première ministre revienne encore sur cela et fasse encore de ce chantier une promesse. Donc ça, c'est une question. Mais quand même, on lui donne le bénéfice du doute et on promet sur cela. Et mon confrère Thierry l'a dit, avec quels moyens on va le faire? Quand on laisse les gens piller le pays et on ne les punit pas. Et les gens prendre 500 milliards, 600 milliards, et des milliards, et voilà, donc on a l'impression que la justice même les protège. Si on continue comme ça, le Togo aura de l'argent, mais on ne pourra pas faire et mettre en œuvre les projets, parce que l'argent est là, mais les gens se diront, je peux prendre, personne ne pourra me poursuivre. Au pire des cas, on me fera sortir du gouvernement, ou on me renverra, ou on va me sanctionner, on me renvoie de mon poste, mais je vais profiter de ce que j'ai pris. Merci, donc, il faut quand même arrêter des avec engagements, des promesses, des ambitions que Mme Tominga Dogbe a affichées hier. Mais en attendant la réalisation de cela, il y a quand même deux petits efforts qui se font ici et là. L'éveil de la nation revient sur le domaine de l'énergie avec ce que le journal appelle ces beaux efforts encourageants mais inconnus. D'autres journaux reviennent sur les programmes comme ANADEB, FNFI, qui ont de petits succès ici et là. Succès que nous avons vu hier quand le gouvernement, notamment par le ministre Sani Yaya de l'économie et des finances, en s'appuyant sur les derniers travaux de l'INSET, nous a rappelé, nous a annoncé ce que les journaux écrivent aujourd'hui. Et le journal Économie et Développement qui écrit à la page 2 que dans l'espace de l'UEMOA, l'incidence de pauvreté est de 45,5% en 2019 au Togo. Et le journal L'Union se fait plus expressif et écrit que depuis 15 ans au Togo, le taux de pauvreté est en constante baisse. Et selon l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages 2018-2019, l'incidence de pauvreté au Togo se situe à 45,5% au niveau national contre 61,7% en 2006. Thierry Afanque, donc en se basant sur cette enquête, en 15 ans, en 2006,
nous étions 61,7% du Togolais pauvres, mais aujourd'hui nous sommes à 45,5%. Oui, je crois que cela peut s'expliquer par le fait que depuis plusieurs années maintenant, le gouvernement a engagé plusieurs réformes dans plusieurs domaines, et je me dis que c'est les incidences de ces réformes-là qui font que le taux de pauvreté est en baisse. Mais nous souhaiterons que ce taux-là puisse diminuer davantage, et ce taux-là diminuera davantage si il y a une gestion saine de nos ressources, s'il y a un contrôle de tout ce qui est fait, l'argent destiné au projet, si cet argent-là ne va pas dans la poche d'un individu, je crois que nous allons gagner davantage. Merci, on va devoir s'arrêter là. Il est 12h02. Mais sur ce taux de pauvreté, on sent déjà la quotient du Togolais moyen. Il vous dira qu'il ne sent pas la baisse du taux de pauvreté dans sa poche ou bien dans sa marmite. Peut-être que Madame Tomenga Dogbe et son équipe feront en sorte que d'ici quelques années, les gens puissent constater la baisse du taux de pauvreté jusque dans leur vie quotidienne. Eh bien, chers amis auditeurs, nous avons écouté Dr Soukouma Dadjo, médecin du travail, qui nous a entretenus sur les comportements appropriés dans la période de la riposte à la Covid-19. Et avec les confrères, nous avons fait le point de la semaine, essentiellement axé sur l'action gouvernementale. Et bien sûr, ces sujets, nous vous écoutons. L'auditeur en ligne, bonjour. Salam alaikum, monsieur Saad. Monsieur Haris depuis Azaoun. Oui, je salue le plateau. Eh bien, nous vous écoutons. Oui, concernant la rentrée scolaire du 2 novembre. Oui. Monsieur Saad, je crois que les 2 milliards que réclament les enseignants et que c'est le gouvernement qui leur avait promis ces 2 milliards, il faut qu'on les donne. Monsieur Saad, je crois qu'aujourd'hui, si vous exprimez sur le plateau là-bas, on ne me dira que c'est de la magie. Je crois que forcément, vous avez passé par un enseignant. C'est grâce à un enseignant que vous êtes là-bas aujourd'hui. Et moi-même, j'ai enseigné pendant 18 ans. Effectivement, j'ai su cela. Maintenant, si ces 2 milliards-là qui va perturber l'armée, qu'il y aura les grèves un peu partout, je crois qu'il est temps que le gouvernement répond aux revendications des enseignants. C'est vrai que le gouvernement a quand même fait, mais on demande qu'il fasse plus. Mais les enseignants, ceux qui demandent aujourd'hui ces 2 milliards-là, je crois qu'ils ne sont pas ni camerounais, ni congolais. Ce sont des travailleurs togolais. Merci, monsieur Waris. À ce niveau, je vous rappelle un extrait de communiqué. Le protocole d'accord signé entre le gouvernement et les syndicats de l'enseignement est toujours au cœur des échanges permanents. Il s'agit désormais de s'accorder sur les priorités et les modalités de sa mise en œuvre efficiente. C'est comme ça que le gouvernement avait rappelé le sujet. De toutes les façons, nous voulons que l'année scolaire soit sereine. Merci. Merci, monsieur Waris. L'auditeur suivant en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur Komi, allez-y. J'aimerais pousser ou bien encourager le gouvernement à aller au bout de l'ouverture des temples et des mosquées, juste les lieux religieux. Les lieux de culte. Voilà. Pour nous, si les lieux de culte sont pour certains la nuisance sonore, le défilé de mode, pour nous certains, c'est un lieu qui nous permet de nous ressourcer, d'avoir les valeurs morales, d'avoir l'équité, la solidarité, bien nombreux que je tais le nom. Donc, ils n'ont qu'à aller dans ce sens pour qu'on ait le moral haut pour produire suffisamment de la richesse. Et non de faire quoi comme les mosquées, temples, couvents regorgent en leur sein le Covid de telle manière que lorsqu'on va ouvrir, on va retrouver Covid dans les temples.
Merci. Deuxième chose, Oui. j'aimerais alerter la presse que nous sommes en danger par rapport à Petrol Gate. Parce qu'on a senti le mercredi passé le ministère chargé des données publiques qui doit ouvrir des instructions pour que la vérité soit faite sur ce dossier, mais la main et ne veut pas passer pour que la vérité rejaillit. Et là, ça va décourager l'initiative de la presse et ça va reculer la presse sur plusieurs plans. Cher ami Kony, soyez rassurés que la liberté d'opinion, d'expression est un droit constitutionnel. Et nous, vous pouvez compter sur les médias, nous continuerons à faire notre travail au jour le jour. L'auditeur suivant, bonjour. Oh, monsieur Sass, mon directeur. Papa Sibiti. Félicitations à vous. Je vous en prie. Personnellement, je suis content, joyeux d'apprendre que vous avez exercé 18 ans d'enseignement. Oh, merci beaucoup. Je vous en prie, papa. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. Que vous bénisse aussi, vous, les seniors. Vraiment, c'est là ce que je voudrais ajouter. Le Premier ministre, qu'elle fasse que tout le monde ait son côté dans son programme. Le panier de la ménagère, les fonctionnaires, les retraités. Aujourd'hui, je n'ai pas pu parler concernant les retraités. Qu'elle nous fasse quelque chose. Troisièmement, M. Sass, je pleure pour la rentrée. Qu'est-ce qui se passe? Comme vous venez de le dire, j'ai été enseignant avant d'évoluer. Les petits poussés là, 3 ans, 4 ans, avec leur bavette, et ça c'est parti pour longtemps. Les oreilles, vous-même vous avez été pédagogue, vous voyez, ces enfants-là vont toujours avec leurs cordes sur les oreilles, cordelettes sur les oreilles, la bouche. Oh! Oui, à ce niveau-là, Papa Sibiti, il faut rappeler que dans une salle de classe, les élèves ont besoin de voir leur enseignant en intégralité. Et quand l'enseignant parle, surtout à l'école primaire, les élèves doivent voir les lèvres de l'enseignant pour mieux comprendre. Maintenant, tout le monde va être masqué comme des toucans. Voilà. Mais c'est la maladie qui nous l'impose. Tout dernièrement, je l'ai dit que l'enseignant ne peut pas émettre tout son émission. 60% sont partis dans l'air. Mais c'est les enfants là. Le docteur qui est là-bas, aidez-nous pour que nos enfants n'aient pas cette lourdeur sur les oreilles, la bouche, pour qu'ils partent, surtout les petits poussés là. Merci. C'est vrai que tout notre corps est un langage, notamment le visage, et espérons que la maladie passe rapidement pour que nous retrouvions une vie normale. L'auditeur suivant, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? C'est Natema. Pardon? C'est Natema. Ok, allez-y. Oui. Moi, diminuez un peu le volume de votre poste. Oui. Moi, je voudrais parler. Elle a parlé du courant et de l'eau. C'est ce qui manque pour le Togo. L'eau, l'électricité. Même si j'ai construit ma maison un peu reculée, au moins, il faut qu'on amène le courant et l'eau. C'est ça. Vous voyez, toute la ville de Lomé, même tout le pays là, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Sincèrement, c'est ça qui embête les Togolais. Elle n'a qu'à faire, ce gouvernement-là, ils n'ont qu'à miser ces deux points-là. Ces deux points-là, l'eau, l'électricité, l'éducation, la santé. Oui. C'est ça le moteur de la vie du Togo. Merci. L'électricité, l'eau. Il y a un ministère dédié à l'hydraulique villageoise. Et avec l'espoir que tous les coins du Togo pourront avoir et la lumière et l'eau. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? Monsieur Justin. Justin, nous vous écoutons. J'appelle à propos de l'électricité. S'il vous plaît, et nous prenons par exemple de quartiers ou de villages. Nous prenons par exemple au niveau de Sanguera. Oui. Hier seulement, on est passé là-bas. C'est seulement ce qu'on a vu. Mais on a pensé que l'araignée a disparu à Lomé, mais c'est rien que des câbles. On ne peut même pas regarder un homme de l'autre des câbles. Quand nous prenons par exemple le cas de quartier à Pessito, en allant, mais jetez un coup d'œil, vous allez voir. C'est rien que des câbles.
la population se déverse pour tirer les câbles sur une grande distance, plus de 2 km, 3 km, pour avoir la lumière chez lui. L'étoile d'araignée, dans le Grand Lomé ici. Oui, à Lomé ici. Sincèrement, que la société pense à ça et que le gouvernement aussi pense à ça. Nous en avons besoin, juste la lumière. Si on a la lumière, on peut faire les forages et puis bon. Merci. Mais si la T2 arrive aussi, ça aussi c'est un autre souhait. Merci beaucoup. Merci. Le chef de l'État doit être conscient, lui qui a logé le ministère de l'Énergie à la présidence de la République, c'est pour trouver solution rapidement aux toiles d'araignée. Oui, bonjour l'ami. Bonjour, c'est Monsieur Komlavi. Monsieur Komlavi. Oui, c'est plus Agoy. Agoy. Oui. Ok, nous vous écoutons. Oui, j'aimerais vraiment exhorter les fidèles dont les lieux de culte sont déjà ouvertes, toujours à Lomé, à respecter les mesures barrières pour que le reste soit ouvert aussi comme on l'a fait à l'intérieur. Parce que le Togo est placé sous la protection divine. Donc dans sa condition, et nous voulons que nous tous nous puissions aller prier et louer Dieu pour que tout ce que le gouvernement fait, que la grâce divine les accompagne. Mais le gouvernement, soucieux de notre santé, a procédé à l'ouverture progressive. C'est une bonne chose. À nous maintenant de montrer un bon exemple pour que dans 2 semaines, 3 semaines ou bien 2 mois, on puisse nous ouvrir totalement les îles à Lomé. Merci. Je vous en prie. À ce niveau, le journal L'éveil de la Nation rappelle que le gouvernement recommande l'observation stricte des protocoles sanitaires, aussi bien dans les lieux de culte que dans les écoles. Notre ami en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Mawena Dogome. Mawena? Oui. Ok, nous vous écoutons. Je salue le plateau. Oui. Je salue Michel Tomaga à Polytechnique. Ah oui. C'est moi qui suis en direct. Monsieur Sass. Oui. Vous savez ce que les problèmes que nous avons en Afrique, surtout au Togo. Non, dites-nous. C'est que on voulait nous imposer nos dirigeants. Surtout au Togo. Et quand on impose les dirigeants, la population ne se retrouve pas dans ces dirigeants. Donc vous voyez, ça ne rose pas reculer le pays, quoi. Vous voyez. Donc maintenant, ces dirigeants, quand ils sont imposés, au lieu d'être un peu courtois envers le peuple, ils se piquent d'un orgueil, je ne sais pas. Et tout ça là, ça recule le pays. Franchement, il faut que vraiment le gouvernement revoie ça. Oui. Surtout au Togo. Vraiment, ça me gêne trop. Je sais. Oui. Vous voyez, depuis le gouvernement, depuis Yadima et M. Fort, c'est ça, sinon, le gouvernement qu'on forme là, c'est le seul gouvernement actuel là qui a inspiré un peu confiance au peuple togolais. Donc, j'ai dit, j'ai ma tante là, je sais que ma tante, je ne vais pas le nom. C'est parce que c'est votre tante que ça vous non, c'est pas ça. C'est ça. C'est que, oui. Je dis, elle, c'est une femme battante. D'accord, c'est parce que c'est votre tante que. Mais le système dans lequel elle est, oui. Franchement, ça ne me donne pas confiance. Donc, je lui prie de bien faire les choses, surtout de ne pas copier les autres précédents. Merci. Eh bien, nous allons prier la tante Premier ministre de faire en sorte que son neveu ne soit pas déçu. 93.5. Merci encore, merci à vous qui nous écoutez, vous qui co-animez avec nous, vous qui ajoutez de la couleur à cette émission. En attendant de recueillir les cartons des 2 confrères de l'invité, Docteur Dadjo, vous avez écouté, nombre d'auditeurs sont revenus sur la double problématique de l'ouverture des lieux de culte et également des écoles. Oui, pour les écoles, c'est vrai, l'inquiétude, c'est plus sur les tout petits, comme l'a dit le Papa Sibiti. Vraiment, ça appelle à la responsabilité à tous les niveaux, que ce soit les enseignants et que ce soit les parents. Parce que les parents doivent quand même commencer cette éducation-là au port de masques et leur faire porter des masques dans lesquels ils soient un peu plus à l'aise pour les garder plus longtemps. Ça va être très important. Alors, au niveau de l'école, que les enseignants reviennent toujours sur le port du masque, qui est vraiment le moyen le plus efficace. À ce niveau-là, il y a un enseignant qui recommande qu'on ajoute les masques aux fournitures scolaires. Oui, absolument. Au jour d'aujourd'hui, ça fait partie des fournitures, parce que au jour d'aujourd'hui, on doit aller à l'école avec le masque. Et on ne doit pas l'oublier.
Donc, les masses de production artisanale peuvent nous aider à minimiser le coût des masses chirurgicaux que nous avons. Également sur les lieux de culte. Alors, sur les lieux de culte, c'est vrai, les réflexions sont en cours. C'est au jour d'aujourd'hui la priorité après l'école. Donc, l'ouverture d'abord pour l'intérieur, puis au Grand Lomé. Le Grand Lomé, c'est vrai, on concentre beaucoup plus de population dans le Grand Lomé que dans les autres villes de l'intérieur. Donc, c'est le respect donc toujours des mesures barrières avec peut-être un double flux ou un triple flux pour les églises qui ont beaucoup de fidèles. Merci. Ce matin, j'écoutais un rapport de l'OMS Afrique annonce que la deuxième vague qui est en train de confiner l'Europe va également déborder sur nous. Encore une fois, soyons de bons citoyens, respectons ces mesures barrières pour un temps. Après, nous pourrons toujours reprendre notre vie normale. Thierry, avant que votre carton de fin d'émission, fin de semaine. Je voulais donner un carton vert à Safer. Safer, c'est la société qui s'occupe des postes de péage. Et aujourd'hui, même dans l'après-midi, dans quelques heures, donc, il y aura une inauguration parce que Safer est en train de passer à l'automatisation des postes de péage. Maintenant, vous aurez la possibilité de payer les péages à partir des vignettes, à partir de votre téléphone portable. Et également au niveau de Davier, par exemple, je crois que maintenant il y aura des sorties, beaucoup plus de sorties que ce que nous avons aujourd'hui. Donc ça va concerner 3 postes de péage, celui de Davier et celui qui est au niveau d'Akepe sur le contournement et celui d'Anero. Autrement dit, le digital qui tient à cœur à Tante va déjà commencer à se faire voir aujourd'hui. Olivier Adja, votre carton? Oui, un carton vert au syndicat des artistes, interprètes, auteurs, compositeurs du Togo. Le micro. Et je disais le syndicat des artistes, compositeurs et auteurs, donc et interprètes du Togo, qui a rappelé, donc ou bien a fait un rappel de piqûre au ministre Kossivi Egbetonyo ou à l'ancien ministre Kossivi Egbetonyo en disant que il leur demandait de se reconvertir dans une autre activité, mais finalement c'est lui qui a été converti et reconverti par le chef de l'État. On connaissait l'arroseur arrosé. Maintenant on vient de connaître le convertisseur converti. Merci beaucoup, docteur Dadjo Soukouma. Oui, moi je vais pas loin. Mon carton vert est à vous, monsieur Sass, pour ces 18 années que vous avez passées à l'enseignement, à former les futurs cadres, peut-être qui sont même déjà sortis, parce que ça fait déjà 18 ans. Oh, j'ai des anciens élèves qui sont docteurs beaucoup plus. Ah voilà, donc mon carton vert est à toi. Merci beaucoup. Carton vert à vous. Carton vert à Papa Louis, Tomega, dit État. Vous allez nous expliquer quel État vous êtes. Joyeux anniversaire en tout cas. Et puis bon week-end. Malheureusement, il se peut que certains d'entre nous soient en deuil. Un parent, un collègue, un voisin, un ami. Allons les enterrer dignement. Mais attention, encore une fois, le respect des gestes barrières. On ne va pas enterrer un parent pour piquer le virus à ce niveau-là. Ensuite, passons un bon week-end, mais tout en continuant de méditer sur ce que Abraham Lincoln nous écrit, que la meilleure partie de ta vie se compose de tes amitiés, des amitiés sincères, des amitiés fidèles, des amitiés loyales. Bon week-end, on se retrouve le lundi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Mais d'ici là, continuons à chérir, à célébrer la vie.